Excellences, Madame l'ambassadrice de France, Messieurs les ambassadeurs, Monseigneur l'évêque, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les grandes conférences catholiques portent des convictions. Une conviction que défend notre tribune avec constance, c'est sa confiance dans l'avenir du projet européen. Il importe bien entendu qu'à chaque génération, l'on retrouve des hommes et des femmes brillants, de bonne volonté et qui fassent preuve d'audace, parfois même de courage, pour porter ce projet, le faire vivre et même le réveiller. Pour cette conférence inaugurale de notre 89e saison, j'ai le grand plaisir d'accueillir à notre tribune M. Melchior Wathelet, ministre d'État, ancien juge à la Cour de justice de l'Union européenne et premier avocat général honoraire de la plus haute juridiction de l'Union européenne. Né en 1949 à Petit-Rechin, près de Verviers, là où les frontières de l'Allemagne et celles des Pays-Bas ne sont guère éloignées, Melchior Wathelet est un Européen naturel. Il avait 10 ans au moment où fut signé le traité de Rome et instauré le marché commun. Après des humanités gréco-latines classiques au collège des Jésuites de Verviers, de brillantes études en droit et en sciences économiques à l'Université de Liège, il décroche en 1976 un Master of Laws de la prestigieuse Université de Harvard aux États-Unis. Ce n'était pas commun à l'époque. Très naturellement, Melchior Wathelet sera remarqué par 2 éminents professeurs de l'Université de Liège et lui propose d'être leur assistant. Vous commencerez très tôt, cher monsieur Wathelet, une carrière académique comme assistant à l'Université de Liège auprès du professeur Stassard en économie politique, mais aussi auprès du professeur René Joliet en droit européen. Cette rencontre avec le professeur René Joliet, qui sera juge à la Cour de justice de l'Union européenne, marquera votre parcours, j'y reviendrai. Votre carrière académique initiée très tôt se poursuit encore aujourd'hui. Vous serez successivement professeur à l'Université de Liège, mais aussi à l'Université catholique de Louvain, à l'Université de Luxembourg, à l'Université de Paris-Dauphine. Vous enseignerez dans les universités de Bologne, de Szeged en Hongrie, à la Louisiana State University aux États-Unis, à l'Université de Lyon 3, et j'en passe, et vous deviendrez même docteur honoris causa de plusieurs de ces vénérables institutions. Cette brillante carrière académique vous amènera également à être l'auteur de très nombreuses publications en droit européen. Votre CV recense les titres sur plus de 10 pages. Au regard de votre engagement académique, assurément, votre conviction européenne est manifeste. Toutefois, pour vous, la défense de ces convictions a aussi besoin d'actes. La politique, c'est l'action. Les valeurs humanistes dans lesquelles vous croyez, imprégnées du personnalisme chrétien cher à Emmanuel Mounier, mais aussi votre idéal européen, doivent être défendus et protégés. Parallèlement à sa carrière académique, Melchior Wathelet sera naturellement attiré par l'action politique. Très tôt, il militera dans les rangs du Parti social chrétien. Faut-il le rappeler, peut-être pour les plus jeunes du 2e étage, la démocratie chrétienne était à l'époque une des forces majeures de notre pays, mais aussi un des moteurs de la construction européenne. Réussissant immédiatement le pari d'arracher un second siège de député pour le PSC dans l'arrondissement de Verviers, vous aviez tout, cher Melchior Wathelet, pour réussir en politique. Un physique d'abord. Une allure élancée, une poignée de main virile mais chaleureuse, le sens de la formule, beaucoup d'humour, teinté d'autodérision, vous ne passiez pas inaperçu. Vous aviez tout d'un faiseur de voix, et votre popularité ne cessera d'ailleurs de croître, vous assurant durablement la reconduction de votre mandat jusqu'en 1995. Mais vous étiez, et vous êtes toujours, bien plus qu'un faiseur de voix. Vous êtes un faiseur d'opinion, parce que vous avez des convictions fortes et que vous avez toujours eu le courage de les affirmer. Votre vive intelligence, votre aptitude avérée à traiter des problèmes complexes et à les exposer avec une grande clarté vous amèneront rapidement à prendre une part active dans la gestion de notre pays.
Vous appartenez en effet, tout en étant sans doute le plus jeune de cette lignée, à cette génération brillante du PSC de l'époque, celle des Étienne d'Avignon, des Philippe Maystadt né comme vous à Petit-Rechin, ou des Michel Ansen, dont les très grandes capacités leur permit, tout comme vous, de servir utilement le pays avant de donner une dimension européenne et même internationale à leur carrière. Dès le début des années 80, vous entrez ainsi au sein du gouvernement à l'époque national et vous œuvrez déjà à une pacification dans les relations communautaires. Lorsque vous entrerez en fonction au sein de l'exécutif de la région wallonne, qui siégeait, rappelons-le, à ce moment-là, au sein du gouvernement national, vous êtes très jeune. Vous êtes âgé de seulement 31 ans. Vous resterez, avec Philippe Maystadt, le plus jeune ministre de tous les gouvernements successifs en Belgique, jusqu'à la désignation de Charles Michel en 2000, 20 ans plus tard. En décembre 1985, alors que vous n'avez que 36 ans, vous devenez ministre-président de la région wallonne. Vous serez le second et à l'heure actuelle le dernier ministre-président de la région wallonne appartenant au Parti catholique. Dans ce cadre, vous avez essayé d'insulfer au sein du monde économique wallon une politique volontariste. Ce n'était pas évident à l'époque des André Coles, des Guy Matteau et de la toute-puissance des syndicats de la métallurgie wallonne. L'appel de Londres, celui du 18 juin 1940 du général de Gaulle, fut, paraît-il, peu entendu, mais par la suite très suivi, surtout à la fin de la guerre. L'appel de Petit-Rechin, que vous lancerez en juin 1987, en faveur de ce nouveau volontarisme économique, eut à l'époque un bon écho, mais il ne fut malheureusement suivi que bien des années plus tard. En 1988, vous accédez au gouvernement national, vice-premier ministre à l'âge de 39 ans. Vous serez en charge de la justice, puis vous étendrez vos compétences aux classes moyennes, avant d'hériter en plus de la charge des affaires économiques et même ensuite de celle des victimes de guerre. Votre stature politique inspire la plus haute confiance. Le roi Baudouin vous nomme en décembre 1991 formateur du gouvernement. À nouveau, précurseur sur votre temps, vous tentez de former une majorité en accordant davantage d'importance à la société civile. Mais vos espoirs légitimes d'accéder à la fonction de Premier ministre sont contrecarrés de manière paradoxale par votre parti frère, le CVP, qui tenait à garder ce poste pour l'un des siens. Que faut-il penser de votre parcours politique aujourd'hui? J'ai dans les mains, grâce à l'aimable collaboration du professeur Vincent Dujardin, historien et membre de notre comité, la fiche confidentielle qu'avait dressée de vous le Foreign Office britannique en 1989. Cette fiche vient, il y a quelques jours seulement, d'être déclassifiée dans les archives nationales britanniques. Elle est issue d'un dossier intitulé « Leading Personalities in Belgium » et on peut y lire à votre propos ce qui suit. Has given the Walloon region new dynamic image. His enthusiasm in attracting new investment to the region earned him one of the 7 Oscars for the outstanding young persons of the world. His 1986 tour of Flanders, when president of Walloon Executive, won him many admirers. Vous aviez donc de nombreux admirateurs, même britanniques. Cette admiration et cette confiance vous valut d'ailleurs plus tard que Sa Majesté le roi Albert II vous nomme ministre d'État, un titre que l'on garde toute sa vie. Restant cependant vice-premier ministre jusqu'en 1995, vous explorez le département de la Défense nationale avant de démissionner du gouvernement de Anne II le 3 septembre 1995. Que se passe-t-il? René Joliet, votre mentor à l'Université de Liège, juge à la Cour de justice de l'Union européenne, venait de décéder soudainement.
Abandonnant alors tous vos mandats, vous vous portez candidat à sa succession et vous serez nommé juge à la Cour de justice des communautés européennes, comme elle s'appelait à l'époque, pour un mandat de 8 ans. J'ai personnellement eu l'honneur et le plaisir de plaider devant vous aux côtés de feu mon patron et associé, le bâtonnier Antoine Braun. J'en conserve le meilleur souvenir. Le respect dû au secret professionnel m'empêche d'en dire davantage dans cette présentation. Mais je souhaiterais cependant souligner l'image du bon juge que vous étiez, celle d'un juge imaginatif. Les juges de la Cour de justice de l'Union européenne sont en effet connus pour avoir développé une interprétation téléologique, une interprétation des règles du droit de l'Union européenne qui prend pour principe qu'une règle doit être appliquée de manière à remplir ses objectifs et qu'elle doit dès lors être interprétée à la lumière de ses finalités. Comme vous l'avez vous-même écrit, la vie réelle est en effet plus imaginative que ce que les législateurs peuvent prévoir. Cette mission de juger des affaires d'une rare complexité, d'une importance économique souvent considérable, mais également d'une incidence non négligeable, quoique souvent méconnue, sur la vie de beaucoup de citoyens européens, cette œuvre, vous l'avez poursuivie ensuite comme avocat général, puis comme premier avocat général auprès de la Cour de justice. Vous fûtes ainsi, aux côtés d'un autre de nos compatriotes, le juge Koen Leenaerts, président de la Cour de justice, les premiers magistrats de la plus haute juridiction de toute l'Union européenne, à laquelle toutes les juridictions nationales, même les cours de cassation, même les cours constitutionnels, ont le droit et même le devoir de se référer. Votre mandat au sein de la Cour de justice a pris fin il y a quelques mois. Depuis lors, vous poursuivez vos activités académiques et vous continuez, comme ce soir, à partager la force de votre conviction européenne. Comment concilier l'idéalisme européen avec le réalisme politique? Comment concilier l'éthique de la conviction et celle de la responsabilité? Ce seront certainement des thèmes qui apparaîtront en filigrane de votre conférence de ce soir, une conférence pour laquelle vous avez choisi un titre sous la forme d'une exhortation « Europe, levez-vous ». Je ne saurais cependant achever cette présentation sans évoquer celle sans laquelle votre parcours belge et européen n'aurait pas été celui que vous avez vécu. Je songe évidemment à votre épouse Janine, avec laquelle vous formez un couple si uni. Ce soir, elle est là, au premier rang de la corbeille, pour vous soutenir évidemment. Je la salue chaleureusement. Je songe aussi à votre fils Melchior, mais également à vos petits-enfants, vos 3 petits-enfants, Margot, Julien et Melchior, 8e du nom, vos petits-enfants qui sont, je crois, votre vraie passion. 8 générations de Melchior Wathelet partagent ainsi avec vous ce prénom un peu magique que les aînés de votre famille arborent depuis le début du XIXe siècle. Avant de vous laisser la parole, je terminerai en évoquant encore ce que les services de sa très gracieuse majesté britannique écrivaient à votre propos. A man with natural charm and a good listener with a sense of humor. Un homme au charme naturel et un auditeur attentif avec un réel sens de l'humour. Je confirme cette appréciation, car je vous ai déjà entendu, cher monsieur Wathelet. Vous étiez déjà venu comme orateur à notre tribune. J'étais à l'époque là-haut, au 2e balcon, tout au fond de la salle. C'était hier, c'était il y a déjà quelques années. Avant de vous céder la parole, monsieur Wathelet, je dois cependant faire encore une communication de service. Vous savez, chers membres des grandes conférences catholiques, que notre prochaine conférence, le 12 novembre prochain, est celle de la conférence de M. Thierry Breton. Certains parmi vous ont peut-être écouté les nouvelles ou vu les nouvelles vespérales et qui annoncent que le président de la République française, le président Macron, a décidé maintenant de choisir ses commissaires parmi nos orateurs. Monsieur Breton a donc été pressenti par le président de la République française pour devenir commissaire européen en charge du numérique, de l'industrie, exactement le thème qu'il doit ou qu'il devra peut-être traiter
à notre tribune le 12 novembre prochain. Alors je ne vous cache pas que cette désignation me met un peu dans l'embarras, parce qu'il n'est pas certain que, compte tenu des auditions qui devront se tenir devant le Parlement européen, il n'est pas certain que, compte tenu de la réserve que devra avoir peut-être M. Breton à ce moment-là, bref, rien n'est certain par rapport à cette conférence. Mais nous cherchons une solution, donc je vous invite dans les prochains jours à consulter vos mails, surtout à partir du 5 novembre prochain, et j'espère pouvoir vous communiquer de manière électronique, puisque c'était une conférence sur le numérique, avec davantage de précision. Voilà, j'ai fini ma communication de service. Monsieur le ministre d'État, cher Melchior Hotelet, j'ai l'honneur et le plaisir de vous céder la parole. Merci. Excellence, Madame l'ambassadeur, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, et je dirais aussi, chers collègues, chers amis, chers anciens collaborateurs, parce que c'est avec plaisir que mon épouse et moi-même avons découvert tout à l'heure nombre de visages qui nous sont familiers. Merci, Monsieur le Président. Il vient de disparaître. Ah non, il est là, oui. Merci, Monsieur le Président, pour votre aimable présentation. Au fond, j'aurais préféré que le discours fût fait après. Après. Parce que quelle pression, bon Dieu. Surtout avec l'appréciation du Foreign Office, dont franchement, je suis très surpris et vous allez peut-être comprendre pourquoi dans quelques instants. Oui, ceux qui me connaissent ont déjà compris. J'ai dit « Europe, levez-vous ». Europe, levez-vous, et cela a deux sens pour moi. Ce seront les deux parties de mon exposé. La deuxième partie aura 4 sous-parties. Tout cela, c'est pour vous encourager à rester attentifs jusqu'à la fin. Europe, levez-vous, c'est un peu la phrase que tout président de cour d'assises adresse à l'accusé. Accusé, levez-vous. Et au fond, l'Europe, elle est accusée aujourd'hui. Et elle est accusée de tous les maux. Elle n'est pas démocratique, elle est bureaucratique, elle est technocratique, elle est paralysée, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de politique industrielle, il n'y a rien qui marche. Et donc, je voudrais ce soir, cher maître, me faire l'avocat. L'avocat de l'Europe, l'avocat de l'idée européenne, des réalisations européennes, et la défendre pour le futur. Je chercherai évidemment des responsables de ce qui ne va pas, mais en tout cas, je reste convaincu de ce que l'Europe est l'idée qui doit nous unir pour demain, pour que nous puissions encore avoir une place dans l'histoire. Et évidemment, quand j'aurai fini cette première partie, ma deuxième partie, Europe, levez-vous, elle ne s'adressera pas aux institutions, elle s'adressera aux États membres de l'Union européenne, 28 ou 27 et demi, ou presque 27, enfin on verra, et aux Européens eux-mêmes, à nous les citoyens, et plus particulièrement à celles et ceux qui aujourd'hui nous rejoignent alors qu'ils sont dans leurs dernières années d'humanité et qui auront la charge, bien plus que nous, approchant du grand âge, qui auront la charge d'inventer, de faire vivre l'Europe de demain. Accusés, levez-vous. Et vous savez, comme tous les grands avocats qui défendent les accusés, ils essayent toujours de rechercher ce qui, dans leur jeunesse, a été bon, a été positif. Il ne faut pas oublier le passé. Et comme disait Jean Monnet, belle référence européenne, il disait « Il faut toujours retourner au matin des choses pour en découvrir le cœur ». C'est ce que je vais essayer de faire. Dans une première partie, de retourner vers l'origine de l'Europe et sous 3 points. 1, l'Europe c'est un idéal, c'est une dynamique, ce sont des réalisations. 2, c'est une nouvelle forme de gouvernance internationale. Et 3, c'était aussi à l'époque des leaders politiques enthousiastes pour l'Europe. Au fond, l'Europe nous a apporté déjà beaucoup de choses. 1, la paix. Oui, ça paraît assez évident de le rappeler. On est tellement habitué qu'on ne la voit pas, ou qu'on ne la voit plus,
un peu comme la santé, il faut avoir mal pour s'en rendre compte. On ne connaît le prix de l'oxygène que quand on étouffe. Et je dis souvent, puisque le président a bien voulu rappeler la lignée des Melchior dans la région de Verviers, je dis toujours à mes étudiants, je suis le premier dans la lignée de tous ceux qui m'ont précédé, je remonte jusqu'au XVIIe siècle, le premier à atteindre l'âge de 70 ans, comme ça je vous l'aurais dit, le premier à atteindre l'âge de 70 ans sans avoir connu la guerre dans mon petit coin de Belgique. C'est extraordinaire tout de même. Deuxième point, c'est la démocratie, les droits de l'homme, des valeurs à vocation universelle. Début des années 50, Convention européenne des droits de l'homme. Je vois Madame le juge Françoise Tulkens qui est dans l'Assemblée. Dieu sait si c'est extraordinaire. Et en même temps, on a même voulu convaincre d'autres de rejoindre ces valeurs, de rejoindre ces idées. Alors on pourrait dire, oui, c'est facile. L'époque des années 50, 60, c'était simple. Non. C'était pas uniquement les Beatles et la liberté sexuelle, les années 60. C'était aussi les guerres d'indépendance. Dans les années 50, la guerre d'Algérie, c'était le communisme totalitaire, les dictatures sanguinaires en Amérique latine. C'était aussi des dictatures en Europe, au Portugal, en Espagne, en Grèce. C'était une époque qui avait aussi ses difficultés qu'on oublie parce qu'on croit que tout est facile. Le ministre Faure, ministre français qui a été un des signataires du traité de Rome en 1957, qui a été le dernier signataire vivant et que j'avais invité à Verviers. Quel honneur pour lui, mais c'était l'honneur pour nous, puisqu'on avait non seulement M. Faure, qui était le dernier signataire vivant, mais nous avions rassemblé les fils et les filles de tous les autres signataires. Il n'y avait évidemment que 6 pays. Et il m'avait raconté qu'à l'époque, où tout nous semblait si simple, pas oublier que la France avait rejeté en 1954 le traité de défense européen et le traité de communauté politique, donc ce n'était pas si simple. Et il m'a dit, mais ça n'était pas simple en France de faire signer le traité de Rome. Ça n'a pas été simple de créer la CECA. On aurait organisé un référendum à l'époque, je ne suis pas sûr que le vote aurait été positif. Et il me dit, mais j'ai été assailli par mes diplomates au moment où j'allais signer, qui me disaient, monsieur le ministre, vous allez trahir la France. La paix, la démocratie, mais aussi tout de même la prospérité. C'est vrai qu'il est de bon ton aujourd'hui de se plaindre, ça pourrait être mieux encore. Mais tout de même, par cette unification européenne, par ce grand marché, nous avons un niveau de vie qui a été multiplié par 3, nous avons une espérance de vie qui s'est accrue de 20 ans, on a dans ce petit coin du monde qu'est l'Europe, l'endroit où les écarts de revenus entre hommes et femmes, ils existent encore, il y en a encore de trop, on n'est pas encore au point, on n'applique pas encore toutes nos législations, mais c'est là que cet écart est le plus faible. Nous avons le produit intérieur brut le plus élevé du monde. Les Chinois viennent de nous rattraper, mais nous sommes encore une puissance économique importante et nous sommes toujours la première puissance commerciale du monde. Tout cela, c'est aussi parce que nous avons fait un certain nombre de choses ensemble et nous représentons 7% de la population mondiale, mais 50% des dépenses sociales mondiales. Deuxième point très important. Nous avons inventé, quand je dis nous, c'est les Européens, nous avons inventé une nouvelle forme de gouvernance internationale. La gouvernance internationale, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous me direz que la gouvernance nationale, surtout en Belgique, ce n'est pas simple non plus. Mais au niveau international, c'est pire. C'est le règne de l'unanimité et du rapport de force. Point. En Europe, on a inventé une nouvelle gouvernance avec 2 légitimités. Une légitimité des États avec le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, une légitimité populaire avec l'élection au suffrage universel du Parlement européen, et cet être un peu nouveau, bizarre, qu'est la Commission européenne, qui a été créée parce qu'il fallait une institution pour représenter l'intérêt général, l'intérêt commun. Et en plus, on a inventé le vote à la majorité ou à la majorité qualifiée pour toute une série de domaines pour éviter les pièges de l'unanimité, qui évidemment est le meilleur moyen de ne jamais rien décider. Et en plus, et là vous me permettrez, évidemment je suis un peu supporter, on a un juge aussi indépendant que le juge national,
Le président l'a rappelé tout à l'heure. Et un juge qui a le pouvoir extraordinaire de condamner des États. Parce que les États adorent signer, et j'ai été ministre d'un État, on adore signer des beaux textes internationaux, mais quand on rentre chez soi, on essaye tout de même de ne pas trop les appliquer. Je dis souvent que les États, je reprends un vieux vocable du droit pénal belge, les États sont des délinquants d'habitude. Et la Cour de justice a pu mettre de l'ordre parce qu'elle a été respectée au niveau européen et dans tous les États, comme les juges nationaux sont respectés dans les différents États nationaux. Et dès le début des années 60, les États ont essayé de se retirer des obligations qui étaient les leurs. D'où certains arrêts fondateurs de la Cour de justice, je ne vais pas donner un cours de droit, Van Gentenloos ou Costa Enel, mais je vous rappelle quand même Van Gentenloos pour vous dire, Van Gentenloos c'est une société qui passe la frontière près de chez moi, entre la Belgique et les Pays-Bas, et on lui réclame des droits de douane. Dans le traité de Rome, il y avait un article 12 qui disait « Les droits de douane sont interdits entre les États membres ». Écoute, tu n'as pas besoin de faire 50 droits pour savoir ce que ça veut dire. Pas besoin de texte d'exécution. Tu dois quand même payer. Et donc, action en remboursement, on vient devant la Cour de justice, et la thèse des Pays-Bas était de dire « Bien sûr, j'ai signé. J'ai dit les droits de douane sont interdits entre les États membres. » C'était le même texte en flamand. Mais disent les Pays-Bas, effet relatif des conventions. Vis-à-vis de qui est-ce que je me suis engagé? Je ne me suis pas engagé vis-à-vis de Van Gentenloos. Je ne me suis pas engagé vis-à-vis des citoyens. Je ne me suis pas engagé vis-à-vis des entreprises. Je me suis engagé vis-à-vis des 5 autres pays, qui bien entendu ne vont pas beaucoup protester pour pouvoir faire la même chose. Et la Cour va alors déclarer, proclamer, ce qui n'est plus contesté aujourd'hui, l'effet direct du droit européen, ça veut dire la possibilité pour les citoyens de l'invoquer directement devant un juge de chez eux, le juge de Verviers. Je prends toujours cet exemple-là. Nouvelle forme de gouvernance internationale. Et troisièmement, je vous l'ai dit, à l'époque, des hommes politiques qui étaient tous enthousiastes de l'Europe. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, dont celle-là. Cela a changé. Cela a changé, et j'avais d'ailleurs intitulé une conférence « Hymne à la joie » ou « Bonjour tristesse » pour prendre des œuvres d'art. Hymne à la joie, c'était la première période, celle que je viens de vous décrire. Et puis on est entré progressivement dans un bonjour tristesse. Bonjour tristesse, pourquoi? Parce que l'idéal s'est fissuré. C'est fissuré, la dynamique s'est enrayée. Progressivement, pas totalement, non, du tout, mais ça n'était plus aussi bien. Paul-Henri Spaak disait « Moi, à la limite, peu me chaud, dit-il, qu'on fasse une Europe constitutionnelle, une Europe fédérale, peu importe, moi, je veux l'Europe tout court, et par la meilleure manière qui soit. » Et donc, à l'époque, on a pris la manière économique. Oui, mais un projet économique que l'on a appelé le capitalisme rénant, l'économie sociale de marché, fondée sur l'efficacité, certes, mais aussi sur la redistribution, la concertation, la solidarité. Ça, c'était le système européen. On voulait une communauté. On parlait de communauté à l'époque et pas encore d'union. La communauté efficace mais solidaire. C'est par ce biais qu'on voulait faire l'Europe, par le biais économique de cette communauté efficace et solidaire. Et alors, puisqu'il y en a plusieurs dans la salle, à mon avis, qui partagent à peu près le nombre d'années qui est le mien, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé? Mais au-delà même des questions institutionnelles et juridiques, le binôme liberté-sécurité s'est complètement retourné. Lorsque j'étais jeune, donc il y a longtemps, la liberté était quand même très restreinte. On avait quand même les instructions, et on les suivait, des parents, les instructions des professeurs, les instructions de l'Église, de la société, on avait peur du gendarme. La liberté, c'était très contraint. Par contre, on avait la sécurité, on ne se demandait pas si on allait avoir un emploi. Non, on se demandait quel emploi on allait choisir.
Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Nous sommes dans un monde où la liberté est extrêmement large, on ne sait pas parfois qu'en faire, mais en même temps où la sécurité est beaucoup moindre. On a peur. Certains s'accommodent très bien du nouveau monde, de la mondialisation, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont peur de ce nouveau monde qu'on sent quelque part en train de venir. Le deuxième grand changement, et ça c'est tout de même extraordinaire, c'est le retour en force de la notion de frontière. C'est extraordinaire quand même. Quand nous étions jeunes, pour ceux qui sont nés comme moi dans les années 40-50, l'ouverture des frontières, c'est extraordinaire. C'est le sentiment de liberté. C'est comme si on ouvrait la fenêtre. On passait la frontière, il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de douaniers, il n'y avait plus de contrôle. Génial! Moi, je me rappelle quand on allait avec mes parents pour un petit week-end dans les Vosges et qu'on revenait, il y avait la douane française et puis la douane luxembourgeoise et puis la douane belge. Et je me rappelle, on était les trois gosses derrière dans la voiture. Évidemment, on partait sans problème, mais on revenait avec du vin. Et je me rappelle que dès qu'on voyait le premier douanier à l'horizon, mon père se retournait et nous disait « Taisez-vous, hein !» Et donc ça a été une libération, et encore aujourd'hui même, nous utilisons encore cette ouverture des frontières, et nous ne nous rendons pas compte que quand nous arrivons en Roumanie ou que nous allons en Angleterre, oh mince, j'ai toujours des euros. Je n'ai pas pensé. Une autre monnaie, ben non, j'y pense plus. Et aujourd'hui, on voit que les murs se multiplient, que les ponts s'effondrent, les ports se ferment aux exilés, et les frontières reviennent en grâce. Et les Européens qui avaient toujours eu l'ambition d'influencer leurs voisins, ils ont aujourd'hui la crainte que ce ne soient les voisins qui les transforment. Et on voit alors cette image de ce soldat hongrois avec une grande pince métallique et qui coupe des fils barbelés. On se dit, mais on se prend à espérer. Non, c'est une photo de 1989. Avec M. Orban qui, aujourd'hui, fier de son mur, célèbre en plus la disparition du mur de 1989 entre la Hongrie et l'Autriche. Il n'y a pas que lui, hein. Idem pour la démocratie. La démocratie, le journal Le Monde disait récemment, l'état de droit en Pologne est purement théorique. M. Kuszkiewicz, qui écrit dans Le Soir et dont le nom indique bien qu'il connaît bien un certain nombre de problèmes du communisme, notamment polonais, nous dit, alors que nous, en Europe, on a fait de l'extension démographique à l'extérieur, on assiste aujourd'hui à une sorte de grignotage antidémocratique à l'intérieur. Monsieur Niad, qui est conservateur du musée à Sarajevo, et qui nous dit à nous, Européens de l'Ouest, vous avez voulu européaniser les Balkans et vous êtes en train de balkaniser l'Europe. La démocratie, les frontières, la sécurité. Et en même temps, je voudrais ajouter ici, en ces temps de Brexit, encore que le Brexit, je ne sais pas si vous êtes des fanats de ce genre d'émission, mais c'est un peu plus belle la vie. Hein. Vous savez, l'émission, vous la regardez, quand ça commence, vous vous dites « Ah, c'est passionnant, oui. » Et je me réjouis d'avoir la fin. Puis, bien entendu, quand ça se termine, on vous dit « Ah, il faut regarder demain. » C'est un peu le Dallas d'il y a quelques années. C'est moins amoureux, mais c'est tout aussi violent. Hein, et ça dure aussi longtemps. Je ne vous cache pas, et je suis un peu gêné parce que quand je vois le texte du Foreign Office, je suis sûr que ça va changer. Mais enfin, je ne suis que compatible avec la décision des Britanniques. C'est que je suis favorable au Brexit. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai d'ailleurs mis dans mon frigo une bouteille de champagne. Et j'avais toujours dit, je ne l'ouvrirai pas avant le 29 mars, 23h59 59 secondes. Parce qu'avec les Anglais, on ne sait jamais. Hein. C'est des spécialistes des extra time. Et en football, il ne faut jamais croire qu'on gagne contre les Anglais tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Hein. Et la bouteille de champagne est toujours dans mon frigo. Et j'avais pris la précaution de prendre un grand millésime.
Je me dis, il faut qu'il soit toujours bon quand ça arrivera. Au fond, ce qui est extraordinaire, c'est combien les anglo-saxons, parce qu'il y a les Américains et les Anglais, nous influencent. Combien ils sont généralement les premiers d'un certain nombre de grandes évolutions que nous suivons, peut-être avec un peu de retard, peut-être mal. Rappelez-vous 1979, c'est Madame Thatcher qui nous dit « I want my money back ». Et c'est aussi Reagan qui invente en quelque sorte la dissémination d'un capitalisme qui n'était plus du tout le capitalisme rénant, qui devient le capitalisme sauvage, pur et dur. Tony Blair, ministre socialiste, travailliste, dit « En économie, nous sommes tous des Thatchériens ». C'est comme les Chinois. Les Chinois, ils sont toujours communistes, mais pas en économie. Et ils vous disent, peu importe que le chat soit noir ou blanc, pour autant qu'il attrape les souris. Et donc, en économie, on est thatchérien. Et regardez aujourd'hui tout de même, c'est aussi avec Trump et Johnson que l'on a ce retour du nationalisme, du protectionnisme, de la frontière. Et le Brexit est la belle illustration. Et pourquoi est-ce que je trouve que le Brexit est malheureusement, moi j'aimerais bien d'avoir l'Angleterre, non, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Je le veux, je l'aimerais bien, pour autant qu'il joue le même jeu. 1955, quand Spaak les invite à la conférence de Messine, le ministre anglais, avec un certain dédain, dit qu'il n'a pas le temps. 1957, ils ne sont pas là au traité de Rome. Et ils créent l'Association européenne de libre-échange pour concurrencer le marché commun. Ça ne marche pas, parce que le marché commun, ça marche. Et dès lors, ils abandonnent les copains de la LA pour poser leur candidature 1973. On a bien attendu que le général de Gaulle ne ressuscite pas. Et donc, finalement, ils entrent. Et je vous le dis, le lendemain, pas le surlendemain, le lendemain de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion de 1973, ils demandent déjà la renégociation de leur accord. Et ce qui va se faire, et franchement, dans ma carrière de ministre, ça m'a fait râler souvent, chaque fois, les autres ont dit oui. Ils ont dit oui. Et ils ont dit oui quand elle a dit, Madame Thatcher, en 79, I want my money back. Et quand M. Mitterrand a proposé Jacques Delors comme président de la Commission au début des années 80, il a fallu donner des compensations financières pour que la Grande-Bretagne vote en faveur de Jacques Delors. Qui, Jacques Delors, n'a pu obtenir le grand marché et le marché intérieur qu'en échange de la promesse faite aux Britanniques de ne pas faire de politique d'harmonisation sociale, fiscale ou de politique industrielle. Nous arrivons en 1992, traité de Maastricht, les accords de Schengen et l'euro. Pas pour nous. Not for us. Exception. Et ce qui est extraordinaire en droit européen, c'est que les exceptions pour les Britanniques, il n'y a pas de traduction en français. On n'emploie que le vocable anglais. C'est le opt-in, ça veut dire je choisis de faire avec, opt-out, je sors. Et ils ont été tellement extraordinaires qu'ils nous ont imposé le opt-back-in. Vous avez déjà vu ça dans une cour de récréation, il y a les gosses qui jouent au football, il y en a un qui ne veut pas jouer. Et puis quand il voit que les autres s'amusent, il vient, il désorganise le bazar et il veut jouer avec les autres. Opt-back-in. Je ne viens pas, je sors, mais je veux avoir le droit de rentrer. Ils sont même allés en 2016. Monsieur Cameron. Moi, j'ai gardé les discours de M. Cameron quand il avait lancé son référendum. C'est des discours d'un enthousiasme européen extraordinaire. Ça n'a pas servi grand-chose dans son référendum. Mais en 2016, les Anglais nous ont dit « Aidez-nous à gagner le référendum contre le Brexit ». Et ce que nous demandons, c'est des dérogations en matière sociale, ce qui n'était pas déjà très agréable. Mais en même temps, ils demandaient le droit de regard sur l'union monétaire. Donc ils ne sont pas dans l'union monétaire, mais ils demandent le droit de regard. Ceci dit, c'est génial, hein? Et on dit oui. On a dit oui, c'est eux qui ont dit non. Avec une campagne de Brexit dont M. Verhofstadt a dit qu'elle avait des relents nazis dans le chef de Farage. Je ne vais pas alors vous faire le florilège des déclarations de M. Johnson. Il avait dit en 2016, vous ne trouverez pas en Angleterre, en Grande-Bretagne, un seul nid de cinglés pour tourner le dos à l'Europe.
À mon avis, il est rentré dans le nez. Hein. En réalité, tout ça s'explique parce que les 6 pays fondateurs, ils ont fait l'Europe parce qu'ils avaient un objectif politique, la paix. Les pays d'Europe centrale et d'orientale, ils sont entrés dans le marché commun ou dans l'Union européenne, ils avaient aussi un objectif politique, c'était se débarrasser du communisme. Quand le Portugal, l'Espagne et la Grèce sont entrés dans la communauté européenne, marché unique, oui, mais ils avaient aussi un objectif politique, s'éloigner de la dictature. Les Britanniques sont entrés avec un seul objectif, c'est un objectif économique. Et donc, ils n'avaient pas le même programme, le même idéal que les autres. Et on le savait. Comme dit Jean-Claude Juncker, « Everybody understands English, but nobody understands England ». J'adore cette expression. Le général de Gaulle disait « Invitez les Anglais à jouer au football, ils parviendront à vous imposer le ballon de rugby ». Bon, j'ai essayé de trouver une autre expression, parce que je ne joue plus football et surtout pas rugby, mais j'aime bien le vin. Et donc je dis inviter les Anglais à jouer européen, c'est inviter un anti-alcoolique dans un club d'œnologie. Hein. Non seulement ils n'aiment pas ça, mais en plus, ils vous privent de votre plaisir. Et donc, aujourd'hui, je crois que le Brexit, quelque part, est inévitable. Et je pense que ce que nous devons faire et ce en quoi nous devons investir, c'est la future relation avec eux. C'est la future relation avec la Grande-Bretagne. Pour demain, que fait-on ensemble? D'où d'ailleurs la bonne résistance, et je partage ce souci, de ne pas avoir un no deal. Maintenant, la Chambre des communes anglaise, britannique toujours, la Chambre des communes a au moins dit oui à l'accord de Boris Johnson. C'est la première fois depuis longtemps qu'il y a un vote positif sur quelque chose. Sinon, le reste, ça a toujours été on ne veut pas, on ne veut pas, et qu'est-ce que vous voulez? Ça, on ne sait pas. Donc c'est inévitable. Et de grâce que ça se fasse le plus vite possible, dans l'ordre, avec un accord, et qu'on négocie une relation future avec un grand voisin. Et s'ils restent encore longtemps dans l'Union européenne, rappelez-vous tout de même qu'ils nous ont dit « on vous pourrira la vie ». Et c'est normal, les relations aujourd'hui ne peuvent se terminer, si possible, dans l'ordre, que par le Brexit. Mais tout cela a influencé aussi le reste. Je me rappelle quand j'étais au Conseil des ministres, que ce soit de la justice ou de l'économie, et qu'on avait des propositions, on était 12 États à l'époque. La réponse du ministre anglais, c'était toujours « I'm afraid it's no ». Et je m'étais même fâché un jour, j'avais parlé anglais au Conseil des ministres, ce qu'on ne fait jamais, on parle sa langue, et je lui avais dit en anglais « mais est-ce que vous ne seriez pas mieux dehors ?» Et il m'avait dit « no ». Et toujours avec ce charme, cette politesse, ce calme extraordinaire. Alors, si vous avez l'idéal qui se fissure, il y a 3 conséquences. 1, l'ambition diminue. Si vous n'avez pas d'idéal, vous n'avez pas d'ambition. Et si vous n'avez pas d'ambition, c'est la paralysie qui s'installe. Et si vous n'avez pas d'ambition et que vous avez la paralysie, c'est l'ambiance qui devient mauvaise. L'ambition politique, elle se mesure dans un budget. Le budget européen, c'est 1% du produit intérieur brut de l'Union européenne. 1%. Le chiffre équivalent en Belgique, c'est 44. On dit l'Europe dépense beaucoup. Oui, 1% du PIB. Et ce 1% du PIB est stable depuis longtemps. Et il le sera encore dans le projet de budget qui va sortir pour les 7 années qui viennent. Monsieur Lamassoure, député européen, disait, en l'an 2000, disait-il, il y avait 11 États qui pensaient au budget et il y en avait un qui pensait à son argent. Devinez qui c'est le 1. Mais en même temps, il disait en 2012, où là, il y avait beaucoup plus de pays, il y en avait 27, il y avait 27 Maggie Thatcher autour de la table. On n'a plus le projet commun, on n'a plus l'idéal, on ne met plus des sommes sur la table pour faire des choses ensemble. Et c'est les paralysies que vous connaissez. On s'est arrêté très souvent au milieu du gué. On avait beaucoup de bonnes idées. L'euro est une excellente idée, mais on s'est arrêté au milieu de la rivière.
L'euro a bien la fonction de transaction, que nous aimons bien d'ailleurs, surtout quand on va à l'étranger. Mais l'euro est un peu hémiplégique, parce que ça n'a pas été suivi d'une politique budgétaire commune, d'une capacité d'emprunt, d'une politique industrielle. D'où les problèmes de la Grèce, qu'on a pu résoudre, parce que la Grèce, c'est évidemment un pays qui ne compte pas pour de nombreux pourcentages de l'économie européenne, mais on aurait le même problème pour une grosse économie européenne, ce serait vraiment très difficile. Schengen. Bon Dieu, ce qu'on déteste Schengen. Schengen, il y avait 2 chapitres, mais encore une fois, vous êtes arrêté au milieu du gué. Le premier chapitre, c'est la liberté de circuler quand vous êtes entré. C'est comme aux États-Unis. Vous passez la douane à New York. On vous le fait sentir d'ailleurs quand vous arrivez là. Ce n'est guère facile, c'est pas sympathique. Vous vous rendez compte que les Américains ne savent pas qu'il y a des langues étrangères. Et donc, il vous faut du temps pour passer. Mais quand vous êtes passé à New York, vous pouvez aller en Californie. C'était ça l'idée de Schengen. C'est de dire, j'entre dans l'Union européenne, je peux aller partout. Mais il y avait un deuxième chapitre. C'est la protection des frontières extérieures, comme font les Américains. C'est une compétence fédérale aux États-Unis. Ici, non. C'est chaque État qui assure les frontières extérieures qui dépendent de lui. C'est gentil, hein? Le Luxembourg est un excellent élève, hein? Il vous garde les frontières extérieures de l'Union européenne, mais de manière idéale, hein? C'est sûr, il n'y a que l'aéroport. En Belgique, c'est déjà un peu plus difficile. On a 65 km de côte et 3 aéroports. On est des bons élèves aussi. Et les pauvres Grecs, on leur a dit, écoute, chacun son boulot, hein? Il y a 1000 îles. Les Italiens, les Espagnols. Donc, pas de solidarité, ça devrait être une politique commune. On s'est arrêté au milieu du gué, on a fait le premier chapitre, on n'a pas fait le deuxième. Et puis alors est arrivé ce qu'on n'avait pas évidemment prévu, la migration de 2015. On ne va pas revenir sur les sources de la migration, mais les choses ont changé, hein. Il y a eu la guerre de l'Irak, il y a eu les tours de New York, il y a eu les printemps arabes, on n'a plus été aidé par les dictatures, l'ordre post-colonial franco-anglais-américain n'a plus fonctionné comme avant. Et on a donc une migration importante de réfugiés, avec des guerres dont nous ne sommes pas maîtres et dans lesquelles d'ailleurs nous sommes politiquement et militairement absents. Et puis nous avons cette fracture alors qui se dessine au sein de l'Europe entre les pays qui ne veulent pas participer et d'autres qui le veulent bien. Et les Hongrois nous disent mais les histoires de Syrie, etc., ce n'est pas notre truc, hein. C'est vous les Européens, les Occidentaux qui avez créé les problèmes au Proche-Orient. C'est vous les Anglais et les Français, donc débrouillez-vous. Mais eux, ils ont tout de même participé à la guerre en Irak. Et j'étais à Budapest récemment en rencontrant une jeune députée du Fidesz, le parti de M. Orbán. Et donc c'était au moment où la Hongrie refusait d'exécuter la décision de répartition des réfugiés. Je crois qu'il y avait 150 réfugiés qui étaient attribués à la Hongrie. Je lui dis, mais est-ce que vous imaginez qu'en 1956, nous avons accueilli 220 000 Hongrois? Je me dis, ça va l'impressionner. Alors on m'a dit, ah oui, mais ce n'est pas les mêmes, hein. Oui, mais ne mettons pas toute la faute sur les gens de l'Est, hein. Nous sommes aussi quelque part coupables. Quand en 2016 aussi d'ailleurs, le gouverneur de la Flandre occidentale chez nous dit qu'il ne faut pas nourrir les candidats réfugiés. Il ne faut pas leur jeter du pain parce que ça les attire. C'est vrai qu'on avait déjà pris un arrêté, le même arrêté, mais pour les mouettes. Je ne raconte pas de blague, hein. Au Danemark, on a décidé que tous les candidats réfugiés devaient laisser tous leurs biens au royaume de Danemark. Et puis tout de même, un peu gêné, on a décidé de leur rendre les alliances. Les Anglais, qui ont été un pays d'immigration consentie, franchement, il est difficile d'être polonais aujourd'hui en Grande-Bretagne. Il y a des agressions physiques contre eux. Euro, migration, politique fiscale, politique commerciale. Est-ce qu'il faut se protéger contre la Chine en matière de concurrence déloyale? Oui. Quand le commissaire de Gucht, un Belge, propose au début de la décennie de réagir face à la concurrence déloyale chinoise, 19 pays sur 27 disent non, doucement, hein, il ne faut pas les vexer.
Il ne faut pas de réaction européenne. S'il n'y a pas de politique commune, on reste au milieu du gué et finalement les autres en profitent. Et d'ailleurs, le président Trump, parce que bien entendu, on se moque parfois de lui, mais il est parfois très très malin. Hein. Il ne s'attaque pas à l'Union européenne, lui. Non. Il bilatéralise ses sanctions. Il n'attaque pas l'Union européenne en général, il attaque le vin français. Il attaque les machines-outils et les bagnoles allemandes. Il attaque les olives espagnoles. Il sait bien que nous sommes divisés. En matière fiscale, c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup d'États, de temps en temps le nôtre y participe d'ailleurs, qui sont des prédateurs de la valeur ajoutée créée ailleurs. Oh, il y a des propositions de la Commission d'une fiscalité des sociétés qui serait au moins en partie commune. La proposition de la Commission date de 2011. Les États n'ont pas encore voulu, je ne vais pas vous dire l'accepter, ils n'ont pas voulu encore en discuter. On va fêter les 10 ans bientôt d'une proposition de directive qui n'a fait l'objet d'aucune discussion. L'ambition, la paralysie parce qu'on est au milieu du gué, et donc l'ambiance. Vous savez, quand on ne fait rien dans la famille, quand on n'a pas de projet, on commence à se disputer et on est un peu désagréables les uns avec les autres. Et là, il y a le florilège. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais j'ai quand même quelques citations. En France, monsieur Todt, qui est quand même un homme sérieux, mais qui dit nous assistons à la 3e déconstruction de l'Europe. 14-18, 40-45, et aujourd'hui, et toujours à cause de l'Allemagne. Bon, c'est sympa, hein. On est dans le club, on est dans l'Europe. Monsieur Mélenchon, qui est un grand internationaliste et qui essaye de nous faire aimer le Venezuela, il dit « J'en ai rien à foutre, moi. » Je cite, hein. « J'en ai rien à foutre des Lituaniens. T'en as déjà vu un, toi ?» Monsieur Montebourg, qui appelait les juristes de la Commission européenne, il les appelait les talibans du droit. C'est aussi très sympathique, sans parler de Madame Le Pen, mais bon, qui qualifiait M. Hollande du gouverneur de la province nord de l'Allemagne. C'est un langage qu'on n'avait plus utilisé depuis la guerre 40-45. Mais il n'y a pas qu'en France. Varoufakis, le ministre grec, qui dit « Le printemps de Prague a été écrasé par les chars soviétiques, le printemps d'Athènes a été écrasé par les banques européennes. » En Bulgarie, le vainqueur des élections est favorable à Poutine. Et la raison, c'est que les Russes leur ont rendu des territoires que les Ottomans leur avaient pris en 1858. Ah bon ? Monsieur Orban nous dit « J'ai été invité dans l'Europe par Mitterrand et Kohl. Aujourd'hui, je dois rencontrer Napoléon et Hitler. » Oui, ça vous étonne, hein, moi aussi. En Croatie, le ministre de la Culture réhabilite le régime Ustashi, qui a été ouvertement nazi pendant la guerre. Et M. Salvini nous dit, il était toujours ministre, « Je me sens bien mieux à Moscou qu'à Bruxelles. » Ambiance. Et en même temps, dans tous les États, même les plus raisonnables, les plus démocratiques, les plus européens, il y a la technique du bouc émissaire. Et donc on va tout reprocher à l'Europe. Un bouc émissaire élégant, hein. On ne critique pas les juifs ou les noirs ou les femmes ou les jeunes ou les vieux, non, l'Europe. J'étais à Paris récemment et je demandais au chauffeur de taxi quelle est votre impression, la règle qui veut que vous allumiez vos phares pendant la journée. C'est encore l'Europe, hein, ça. J'avais deviné qu'il était contre. Hein. Et en même temps, on dit tous décident à Bruxelles. Bruxelles, d'ailleurs, a une réputation assez extraordinaire. Quand on dit Bruxelles, on ne pense pas à la grande place, on pense aux décisions européennes. Mais qui est-ce qui décide à Bruxelles ? Ce sont les États. Ce sont les États qui critiquent l'Union européenne. Quand M. Le Maire, ministre d'économie de France, est fâché du refus de la Commission de laisser fusionner Alstom et Siemens, il dit qu'il faut changer les règles de concurrence. Qui est-ce qui les a faites ? Les États. Ce n'est pas la Commission qui a inventé ça. La Commission, elle applique des textes qui ont été adoptés par les États. Et en plus, à l'unanimité. Mais qu'ils les changent, mon Dieu. Sans compter que
on dit oui, mais l'Europe ne communique pas. Ah oui, c'est vrai, pas facile. J'ai fait le test sur BFM TV et Antenne 2. On a parlé 10 fois plus du homard de M. de Rugy que du discours d'investiture de Mme von der Leyen. C'est très ennuyeux, hein, le discours d'investiture. Par contre, penser au homard, et en plus, avec des bouteilles de Bordeaux à 500 €, ça peut faire de larges discussions. Et donc, on adapte aussi le langage politique. On a beaucoup parlé de M. Chirac récemment. D'ailleurs, moi, j'ai été très frappé de ce que l'on a dit après sa mort. Et je me suis dit, au fond, le grand cadeau qu'on pourrait faire aux hommes politiques, c'est de vivre 3 jours après leur mort. Je n'y arriverai pas, hein, mais franchement, c'est fantastique. Hein. Quand tu vois ce qu'on ramasse quand on vit, et les fleurs qu'on reçoit quand on meurt, je trouve que ça devrait un peu changer. Mais M. Chirac, qui nous a dit « la maison brûle », en matière d'environnement, la maison brûle et nous ne voyons rien. Mais en même temps, quelques années avant, il avait dit l'environnement, c'est une distraction pour les amateurs de pâquerettes. Évidemment, ça a changé. Quand M. Chirac, en 79, fait l'appel de Cochin contre l'Europe, l'Europe, c'est le parti de l'étranger. En fait, ce n'était pas tout à fait sa préoccupation. Sa préoccupation, c'était de faire perdre M. Giscard d'Estaing. Et puis M. Juppé a fait comprendre à M. Chirac que son destin présidentiel passait par l'Europe. Il est devenu européen. Un des plus beaux discours européens que je connaisse, c'est celui de M. Chirac au Bundestag allemand. Donc on utilise l'Europe, y compris sur le plan politique. Et c'est M. Juncker qui dit en plus, les Européens sont toujours un peu pessimistes. Dit-il, quand je vais à l'étranger, je vais en Asie, je vais en Amérique latine, je suis pris pour un messager du bonheur. Quand je reviens à Bruxelles, j'ai l'impression de tomber dans une vallée de larmes. Hein. Or, moi, je vais vous le dire, et je le fais comme avocat, ceux qui travaillent bien, ce sont les institutions européennes. La Commission, désolé, elle travaille bien. Elle remplit merveilleusement son rôle de procureur, son rôle d'administration et son rôle d'autorité qui propose. C'est bien facile, évidemment, de lui reprocher beaucoup de choses. Elle est bureaucratique. Il y a moins de fonctionnaires à la Commission européenne qu'à la ville de Paris. Le Parlement européen travaille bien. Évidemment, c'est toujours mieux de critiquer les parlementaires, hein, c'est beaucoup plus à la mode. Mais le Parlement européen, je trouve qu'il travaille bien. Et on dit que ce n'est pas démocratique. D'abord, va voter hein, avant de critiquer le caractère non démocratique du Parlement. Est-ce que tu as déjà vu un Parlement national qui jouait le même rôle pour la désignation des ministres que le Parlement européen pour la désignation des commissaires? Et en plus, ces parlementaires européens, ils ne se sont pas organisés en État, eux. Ils ont fait des ponts sur base d'opinions, sur base de convictions, sur base de projets. Les écolos, ce n'est pas les écolos français, c'est les écolos avec les autres. Les PPE ou les socialistes ou les libéraux, même, idem. Ils ont quand même fait extraordinaire. On a dit, on croit qu'on va avoir un Parlement européen composé des Belges, des Français, des Allemands. Oui, ils ont leur nationalité. Mais ils ont surtout des groupes d'idées politiques. La Cour de justice, évidemment, travaille merveilleusement. Mais là, je dis, je ne suis pas objectif. Mais quand même, écoutez ce beau dossier. La Pologne est critiquée parce qu'elle ne respecte plus l'état de droit. Elle met les magistrats qu'elle n'aime pas à la retraite. Anticipée. Il y a un article 7 dans le traité qui permet de sanctionner un État qui ne respecte pas l'état de droit. Mais cet article 7, c'est un peu comme la bombe nucléaire, l'arme nucléaire, mais il n'y a personne qui a le bouton. Pourquoi? Parce que les décisions ne se prennent qu'à l'unanimité. Moins l'État accusé. Vous me direz, ben alors, les autres pouvaient voter contre la Pologne. Hein? Ah ben non, parce que la Hongrie a dit, ne te tracasse pas, je te soutiens. Mais évidemment, puisqu'elle fait l'objet des mêmes procédures. Et la Pologne a dit, tu es vraiment une copine, hein? Moi aussi je te soutiens. Donc politiquement, aujourd'hui, à cause de cette règle de l'unanimité, les États n'y parviennent pas. Et la Commission, de nouveau, a fait ce qu'il fallait. Elle est venue devant la Cour de justice en procédure d'infraction contre la Pologne. Et la Pologne, première fois dans l'histoire, a dit, si la Cour de justice nous donne tort, nous ne respecterons pas l'arrêt. Ça fait plutôt penser à d'autres époques, hein? Et la Cour de justice, courageusement, a même pris une mesure provisoire en disant « Avant même la fin de la procédure, je vous ordonne de suspendre votre législation. » Et la Pologne l'a abrogée.
C'est la Cour de justice. Si on avait dû attendre l'unanimité des États, on n'y serait pas. On critique beaucoup Mario Draghi et la Banque Centrale Européenne, mais on ne lui a donné qu'une jambe. On lui a donné une jambe monétaire et on dit ils ne font pas de politique économique, mais ils ne peuvent pas. C'est dans le traité. On est resté au milieu du gué. Malgré tout ça, je suis quand même heureux de constater que dans les derniers sondages, les citoyens européens restent majoritairement favorables à l'Union européenne. Parce qu'au fond, les vrais responsables, et là, l'avocat que je suis termine son premier chapitre en disant que les vrais responsables de ce qui ne va pas au niveau de l'Europe, ce sont les États. Et il faut bien dire, les États, ils ne vont pas bien non plus. Hein. Enfin, je crois qu'on peut regarder chez nous. Hein. On ne peut pas dire que pour nous, c'est facilement gérable. Hein. Je ne dis pas qu'on va battre le record de la crise précédente. On avait battu le record du monde de l'Irak. Hein. 541 jours de crise gouvernementale. Au point d'ailleurs que beaucoup de Belges me disaient « mais ça va beaucoup mieux quand il n'y a pas de gouvernement ». Ben oui. C'est difficile de gérer la Belgique. Et en plus, quand on voit les autoroutes wallonnes où il y a des chantiers en permanence, je dis des chantiers, pas des travaux, des chantiers en permanence, mais l'autoroute Luxembourg, Liège-Luxembourg, sur tout le trajet, c'est une rustine. Hein. Et c'est pas mieux après qu'avant. Mais ce n'est pas à cause de l'Europe. Hein. Si vous avez des pavés qui vous tombent sur le pare-brise dans les tunnels de Bruxelles, ce n'est pas parce que la Commission l'a décidé. Hein. Je regardais encore tout à l'heure en venant le palais de justice de Bruxelles. Il paraît même qu'on va classer les échafaudages. Monsieur Barnier a dit à propos de son pays, que j'adore, la France, mais ce n'est pas à cause de l'Europe que la France est en déficit budgétaire depuis 1974. Les Français se plaignent en disant les projets de méthanisation qu'on veut faire chez nous, c'est 4 ans, alors qu'en Allemagne, c'est 1 an. Mais c'est tout simplement parce que la France a durci les règles européennes, c'est son droit, mais ce n'est pas à cause de l'Europe. En Italie, le pont de Gênes, je vous jure, ce n'est pas l'Europe qui l'a fait tomber, hein. Qui est 600 bus sur 1500 à Rome qui sont en panne. C'est pire qu'au TEC. Hein. Et ce n'est pas à cause de l'Europe. Il y a 40% des gens en Italie, à Rome, qui ne payent pas leur ticket de métro. Ce n'est pas à cause de l'Europe. Qu'en Grèce, il n'y ait pas de cadastre, depuis toujours, ce n'est pas à cause de l'Europe. Vous savez qu'en Grèce, l'impôt sur les piscines rapporte moins qu'en Finlande. Ben oui, vous êtes étonnés comme moi. Oui. Vous savez aussi, et ça c'est peut-être plus grave et moins anecdotique, en dehors des États de l'Europe centrale et orientale qui ne respectent pas l'état de droit, nous avons en Europe aujourd'hui 12 États sur 28, 12 sur 28 qui ont un gouvernement minoritaire. Donc les difficultés sont certainement nationales et c'est trop simple de tout rejeter sur l'Europe. L'Europe reste la bonne idée, pour autant qu'on fasse des choses ensemble. Et la très mauvaise idée, c'est de dire nous sommes les bons et vous êtes les mauvais. Alors ici, je vais un peu vous distraire. Parce que si l'idéal se fissure, la gouvernance, elle s'est empâtée. On avait inventé un système pour 6, ça fonctionne difficilement à 28. Je ne vais pas vous donner toute la litanie des transformations. Mais encore une fois, les États, ils ne voient qu'une chose, c'est d'avoir chacun un représentant dans tous les organes. Il y a 28 commissaires européens. Je me rappelle, quand les Roumains sont arrivés dans l'Union européenne, on ne savait pas la compétence qu'on allait donner au nouveau commissaire roumain. On l'a mis commissaire au multilinguisme. Avait du boulot, hein? La Cour de justice récemment avait demandé d'avoir 12 juges supplémentaires au tribunal de première instance, qui s'appelle aujourd'hui le tribunal, parce qu'il y avait trop de dossiers, que les dossiers prenaient trop de temps. Et les États nous ont dit, budget, non, trop cher. Oh, bon. Donc la Cour de justice a dit, mais, et 9 ? Non, trop cher. Et puis, il y en a qui ont eu une idée très malsaine. Ils ont dit, et 28 ? Ah oui.
Et donc aujourd'hui, il y a 56 juges au tribunal de l'Union européenne. Ce n'est pas de la faute de l'Europe, hein. Et il y a des États qui ne parviennent pas à nommer les juges qu'ils doivent proposer. Mais on en a chacun un. C'est ça l'objectif. Alors on dit, oui, les textes européens deviennent fous. Bah, nous aussi, hein. Mais enfin, je m'étais dit, à la mi-temps de mon exposé, mi-temps ça va vous effrayer, je vais quand même vous lire quelques textes européens que j'aime bien. Vous allez voir que les juristes ont encore du travail. Je vous lis une directive TVA. Quand je dis TVA, c'est déjà... Bon, c'est pas très clair et c'est pas très amusant. Enfin, je vais lire le texte et je vous jure, si vous avez des problèmes de logopédie, si vous le lisez sans trébucher, vous êtes guéri, hein. Les mesures à adopter par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 3, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 16, avant le terme de la période visée à l'article 20, paragraphe 1, sous petit b. Non, mais jusque-là, ça va. Je vous lis l'article 14, petit c. Les États membres peuvent prévoir, pour des cas individuels et sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 2, des dérogations à l'article 5, paragraphe 1 et à l'article 12, paragraphe 1, sous petit a, troisième tiret, en ce qui concerne l'exigence visée à l'annexe 4, chiffre romain, parce qu'on avait déjà utilisé les autres, partie 1, point 25. Et en plus, vous ne savez pas de quoi il s'agit, hein. Mais comme dit M. Sarkozy, je vais vous le dire. Pour les plantations de pommes de terre. On est bien protégé, hein. Alors j'ai trouvé deux règlements qui sont absolument désopilants, mais je vous dirais aussi que pourquoi est-ce que l'Europe se mêle de directives sur des matières? Il y a une directive sur le tatouage auriculaire des cochons. Mais enfin, de quoi est-ce qu'ils s'occupent? Mais pourquoi? Parce que les États inventent des petites règles pour protéger leurs produits à eux. On a eu en Belgique une législation sur la couleur des lames de tondeuse à gazon. Je dis, ben ça. Évidemment, c'était pour la sécurité des gens, hein, c'est pour qu'ils ne se coupent pas. C'est parce que c'était la couleur utilisée par les fabricants belges. Quand les Allemands ont interdit l'importation en Allemagne du cassis de Dijon, pour des raisons de santé, c'est toujours très noble, hein, les raisons. Et vous avez cet avocat allemand qui vient à la Cour de justice et il y a un juge européen qui pose une bête question et qui dit « Oui, mais en Allemagne, vous avez du schnapps ?» Il y a. Oui, mais enfin, si vous n'aimez pas l'alcool, alors vous devez tout interdire. Non, qui dit? Parce que le schnapps, quand vous en buvez, vous sentez tout de suite que c'est très fort. Vous vous arrêtez. Tandis que le cassis de Dijon, c'est traître. C'est sucré. Vous continuez. L'Allemagne a eu tort. Mais il faut toujours faire des règles communes parce que les États ont toujours la volonté de protéger leur petit marché. Alors, les deux textes ici, le premier, c'est sur les poros. Donc, si avant de faire une soupe, vous devez respecter le texte, les poros doivent présenter une coloration blanche à blanc verdâtre sur au moins un tiers de la longueur totale ou la moitié de la partie enveloppée. Non, mais ce qu'il faut, je ris avec vous, j'en ris toujours, hein, mais vous vous imaginez ce que vous devez faire, hein? La moitié de la partie enveloppée. Toutefois, parce que dans tous les textes juridiques, il y a toujours... Hein, toutefois, pour les poros primeurs, la partie blanche à blanc verdâtre doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée. C'est le règlement 2396 de 2001. Alors j'en ai trouvé un aussi sur la taille minimale des préservatifs. Dont la longueur ne doit pas s'écarter de plus de 10 mm et la largeur de plus de 2 mm des valeurs nominales. Non mais, franchement, quand vous avez fait ça, que vous avez fait les mesures, vous n'avez plus envie, hein? Alors on dit, oui, mais c'est les Européens. Mais non, on a des exemples au niveau national, mais en quantité industrielle, en France, par exemple, on peut bénéficier du taux de TVA réduit pour les aliments que l'on achète et que l'on consomme dans le magasin. C'est bien. Ben oui, ok, pourquoi pas?
les croissants, les viennoiseries, ok, vous les mangez sur place, ben, il y a taux de TVA réduit. Bon. Et l'exception vaut pour les surgelés. Alors écoutez, franchement, je ne sais pas si en achetant un biscuit d'épinards congelé, si vous avez déjà vu beaucoup de gens qui le mangeaient avant de sortir du magasin. Mais il n'y a pas qu'en France. Hein. J'ai vu un règlement de la ville de Turin qui oblige les propriétaires de chiens à les sortir au moins 2 fois par jour, sous peine de sanction, sur plate du chien évidemment. Hein. Donc, on a aussi des textes extraordinaires. J'ai trouvé aussi le programme de natation dans l'enseignement français. Attention. Hein. Écoutez bien. Construire la capacité à s'équilibrer sans avoir pied. Ceci dit, quand vous lisez ça, vous n'êtes pas toujours dans l'eau. Hein. Construire la capacité à traverser l'eau avec le moins de résistance en équilibre horizontal par immersion. Par immersion prolongée de la tête. Construire le corps propulseur pour nager, voilà le mot quand même, oui. Pour nager longtemps. On se dit ça va finir dans une piscine. Non, dans un milieu aquatique profond standardisé. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je vais au milieu profond aquatique standardisé. S'il y en a un qui comprend, c'est qu'il a été prof de natation. Mais alors j'ai trouvé une des meilleures, elle est belge. C'est une ordonnance de la région bruxelloise sur les conditions à respecter dans les maisons d'hôtes pour éviter la concurrence déloyale avec les hôtels. Alors il y a toute une série de... On va dans les détails, hein, puisqu'on dit que chaque chambre doit disposer d'un siège, d'un coin WC, avec un siège avec lunettes et rinçage, et de papier toilette d'au minimum un rouleau de réserve non entamé. C'est dans le Moniteur. Hein. Mais alors la meilleure tout de même dans ce texte, c'est que le dernier article, toujours à propos des toilettes d'ailleurs, on dit « Les toilettes pour hommes et femmes doivent être réparties de manière... » Et le texte s'arrête. Mais heureusement, on est bilingue, nous, au Moniteur. Et donc, on est allé voir le texte néerlandais, et heureusement, en néerlandais, ça continue, et c'est « op een gelijke manier ». Notez qu'on s'en doutait, mais c'est quand même drôle d'avoir le texte français comme ça qui s'arrête. Europe, levez-vous. Deuxième point. Est-ce que franchement, j'ai conclu ma plaidoirie, c'est les États qui doivent se modifier. Ils sont aujourd'hui divisés, ils ont mal à leur état de droit. Il y a de l'extrême droite un peu partout. Ils ne se disputent plus seulement sur les intérêts, mais sur les valeurs. Je voudrais dès lors faire un autre plaidoyer. C'est Europe, levez-vous, mais ça s'adresse et aux États, et probablement aussi à nous les citoyens. Et il y a des pessimistes aujourd'hui. Parce que je vous ai dit... l'hymne à la joie et puis bonjour tristesse, il y en a qui seraient tentés de dire il reste la marche funèbre. Hein. Et on en connaît, je pourrais vous lire toute une série de citations, je ne vais pas le faire, Amin Malouf, de Bernard-Henri Lévy, qui dit « On a l'impression que l'Europe que l'on croyait acquise est en train de se défaire ». Le vice-président de la Commission, M. Timmermans, qui nous dit « C'est la première fois dans ma longue carrière que je commence à craindre que le projet européen échoue ». Paul Valéry qui nous dit « Nous sentons qu'une civilisation a finalement la même fragilité qu'une vie ». Est-ce qu'après avoir connu la génération Auschwitz, on a eu la génération Erasmus? Est-ce qu'on va avoir la génération tout fout le camp? Glucksmann. Évidemment non. Évidemment non. Et je le dis tant aux anciens mais surtout aux jeunes, c'est à nous de réagir et de construire l'avenir. Et puisque je reste dans les œuvres artistiques, je vous dirais que finalement, après Bonjour Tristesse, il nous faut composer une symphonie du Nouveau Monde. Avec un air, une mélodie principale, l'Europe n'est pas un choix, c'est une exigence. Et avec 4 mouvements, comme dans les belles symphonies,
l'histoire, le réalisme, l'action. Et puis franchement, si on y mettait un peu de cœur. Donc vous voyez, il me reste 4 points. Courage, on avance. L'histoire. Alors l'histoire, je pense qu'il ne faut jamais se lasser de la raconter. Nous avons dans les jeunes générations aujourd'hui des jeunes dont les grands-parents n'ont même pas connu la guerre. Et il faut pouvoir rappeler parce que ça peut revenir et très vite. Et il y a encore en plus beaucoup de guerres dans le monde. Ce n'est pas donné pour toujours. Et les choses peuvent aller vite. L'Union soviétique qu'on croyait blindée, elle est morte après 70 ans. Les États-Unis, il leur a suffi de moins de 200 ans pour devenir les patrons du monde. Ça peut aller vite. Pour la démocratie et l'état de droit, même chose. Et je dis souvent à mes étudiants, ici, vous êtes étudiants. Ailleurs, vous pourriez être soldats. Et moi, je n'aurais peut-être pas la liberté d'expression. Nous sommes dans un coin privilégié. Mais ça doit se conserver. La démocratie, même chose, elle nous joue des tours aujourd'hui. Tous les référendums européens, c'est des échecs. Le Parlement européen, aujourd'hui, il est beaucoup plus fragmenté qu'avant, comme dans les États d'ailleurs. Aux Pays-Bas, le parti le plus important, il a 15%. Mais pire, comme dit Jean-François Kahn, on vit dans un monde de dingue. Je ne vais pas reprendre M. Johnson qui nous dit que l'Union européenne lui fait penser à l'État hitlérien. Vous avez vu brandir son hareng, là, en disant que c'était l'Union européenne qui imposait des emballages doubles à ces pauvres pêcheurs de hareng. Et puis quand on examine un petit peu, c'est une règle britannique, imposée aux pêcheurs de l'île de Man. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, mais tout le monde le croit et tout le monde le voit d'ailleurs, son hareng. Et quand vous le dites 2 jours après, c'est perdu. C'est perdu. Les gens ont retenu que c'était encore l'Union européenne qui avait inventé cette règle pour les harengs. Monsieur Trump, qui nous dit que la situation économique aux États-Unis n'a jamais été aussi bonne, sous-entendu, c'est moi, mais qu'en même temps, il gronde le gouverneur de la Banque centrale américaine de ne pas suffisamment baisser les taux d'intérêt parce que la situation est mauvaise. Tout ça le même jour, hein? Elle est bonne ou elle est mauvaise? Vous avez M. Bolsonaro qui nous dit que pour protéger l'environnement, il suffirait que nous n'allions à la toilette qu'1 jour sur 2. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est que tous ces gens sont en train de gagner des élections. Et on peut comprendre quelque part les électeurs, récemment, on leur a fait croire avec les élections qu'ils allaient tout avoir, un peu comme si on leur donnait un billet de loterie, en leur faisant croire que tout le monde gagne. Et donc si les gens sont sûrs que tout le monde gagne, ils ne voient plus qu'une chose, c'est comment je vais dépenser ce qu'on va me donner, ce que je vais gagner. Puis on ne gagne pas. Et en même temps, on voit la corruption, on voit les paradis fiscaux, on voit que l'épargne est détruite par la crise bancaire de 2008. C'est la lutte entre l'élite et le peuple parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'avenir et du nouveau monde et des gens qui peuvent très bien s'y habituer. C'est aussi les mensonges dont finalement on se rend compte. Et donc naissent dans les peuples les peurs, les envies, les jalousies, les indignations qu'un certain nombre de partis sont tout à fait prêts à exploiter. Et aujourd'hui, nous avons de l'extrême droite à peu près partout, c'est presque naturel. Vous imaginez en 2002, en France, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au 2e tour des élections, mais c'était une bombe. Aujourd'hui, on dit Marine Le Pen pourrait fort bien arriver en tête au 1er tour. Et ça n'a gêné personne, ça n'a étonné personne qu'elle soit en tête aux élections européennes. Mais il n'y a pas que là. En Hongrie, on organise avec des mouvements d'extrême droite, on organise des pèlerinages qui se terminent à la maison natale d'Hitler. Donc, en Italie, j'étais surpris, mais ils ont été rechercher l'arrière-petit-fils de Mussolini qui vivait à Dubaï pour qu'il se présente aux élections européennes. Ce n'est pas parce qu'il connaissait Dubaï, hein. Ce n'est pas parce qu'il était un grand Européen, mais c'était M. Mussolini. Et donc on est dans un régime démocratie, mais démo, D',
où l'émotion remplace la réflexion et où l'image dépasse le mot. Ce qui a fait dire à M. Macron, paraphrasant le bouquin érotique sur les 50 Shades of Grey, il a dit maintenant on va voir les 50 Shades of Brown, les 50 nuances de brun. Ça nous fait penser aux années 30, à Gramsci, ce militant communiste italien emprisonné par Mussolini et qui disait « Entre un nouveau monde qui n'en finit pas de venir et un ancien monde qui n'en finit pas de mourir, dans ce clair-obscur surgissent des monstres. » Et les monstres nous font penser aux années 30, avec des recherches d'identité, ça veut dire d'exclusion de l'autre. Le protectionnisme qui n'a jamais réussi nulle part. Aussi, la lutte entre soi-disant l'élite et le peuple. Et en même temps, la recherche de l'homme fort. En France, 70% des Français se disent partisans d'un pouvoir fort. 45% dans le dernier sondage disent que la démocratie, c'est pas mieux que les autres. Sous-entendu, peu importe le régime. Ça me fait penser à 1934, où un journal français, le Petit Journal, organisait un jeu référendum pour voir qui serait le meilleur dictateur français. Je pense qu'on n'en est pas là. Heureusement. Il n'y a pas de volonté d'annexion militaire. Je ne pense pas qu'on puisse parler de fascisme. La crise économique est moins grave qu'en 1929. Mais ce que nous n'utilisons pas assez, c'est justement l'Union européenne. C'est ça la grande différence par rapport au passé. Et comme disait Charles Péguy, les guerres contre la démagogie sont les pires de toutes les guerres, les plus difficiles à gagner. L'histoire. 2, le réalisme. Sur le plan économique et technologique, nous sommes coupables au niveau européen de nous fier à une certaine inertie. Par rapport aux chiffres, c'est inquiétant aujourd'hui. Et M. Juncker l'a bien dit, il faut faire un investissement massif. Il a fait un plan de 420 milliards d'euros d'investissement. Il faut faire le double, y compris et surtout pour les technologies nouvelles, où nous sommes lâchés. En matière d'entreprise mondiale, nous étions à peu près à égalité avec les États-Unis il y a 30 ans. Aujourd'hui, sur les 100 premières, il y en a 54 américaines et 24 européennes. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, tout ça est américain. Des GSM européens, non, on a tous des Chinois ou des Américains ou des Coréens dans la poche. Nokia et BlackBerry ont disparu. En termes de digital, dans les 200 plus grandes entreprises du digital dans le monde, il n'y a que 8 européennes dans ces 200. Et une seule dans le top 20. Et en plus, elle est suisse, c'est Nestlé. Mais dans les grandes entreprises. Mais dans le digital, pas de grandes entreprises européennes. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 jours, on a publié le classement des licornes. Qu'est-ce que c'est les licornes ? C'est des jeunes entreprises technologiques ayant une capitalisation d'au moins 1 milliard d'euros ou de dollars et qui sont évidemment dans les technologies nouvelles. On en a dénombré 490. Il y a 206 chinoises, 203 américaines, et je n'ai trouvé aucun journal qui m'a donné le chiffre européen. Mais de toute façon, quand on fait, même quand on est juriste, 490, moins 203, moins 206, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Donc là, nous devons faire véritablement un saut technologique et d'investissement avec l'appui des pouvoirs publics, avec des États-Unis qui se permettent d'appliquer extraterritorialement leurs droits, qui punissent toute une série d'entreprises européennes de milliards d'amendes. Et quand l'Europe ose frapper Apple, dans le cas irlandais, ce n'est pas encore fini hein, parce qu'ils sont en recours, les États-Unis disent quoi ? Qu'est-ce que vous vous permettez donc, les Européens ? Vous punissez une entreprise américaine ? Qu'est-ce que c'est ? La taxe GAFA. Je crois que les Américains vont finir par être partisans eux-mêmes. Mais en dehors de cela, les Européens n'ont pas su se mettre d'accord parce que les Français et les Allemands ne veulent pas, d'une manière ou d'une autre, vexer les Américains. Je pense que les idées françaises sont les bonnes et que les craintes allemandes, finalement, se retourneront contre nous. Ça, c'est technologique.
En matière de défense, bien sûr, on n'a pas d'armée européenne. Hein. On a aujourd'hui, en termes, c'est un ministre de la Défense nationale qui parle, en termes d'engins blindés et de chars d'assaut, nous avons 16 types différents en Europe, dans l'Union européenne. Aux États-Unis, 1. En matière d'avions de chasse, 15 types différents chez nous, 6 aux États-Unis. Et alors, on se plaint que Trump nous dit, oui, mais hey, payez un peu, hein. Ce n'est pas M. Trump, hein, le premier qui nous l'a dit. C'est M. Obama, quand il est venu en Europe en disant, vous êtes des resquilleurs. Vous avez la défense gratuite. Un jour, il faudra tout de même bien qu'on s'en occupe, mais qu'on s'en occupe ensemble. Ça n'a aucun sens. Si on devait faire la guerre ensemble, on ne sait pas se passer les balles. Et d'ailleurs, en termes d'armée, j'avais proposé un jour, en blaguant, que, parce que nous sommes, nous les Belges, en matière militaire, les meilleurs dragueurs du monde. En matière militaire, hein, les meilleurs dragueurs du monde. Les dragueurs de mines. Fantastique comme spécialité. Par contre, évidemment, nos moyens sont limités en matière de force aérienne et de force navale. Un jour, on a acheté des F-16 et on n'avait pas acheté les contre-mesures électroniques. Donc on ne pouvait les utiliser que pour aller regarder. C'est tout. Parce que sinon, on pouvait être touché avant d'avoir tiré. Est-ce que c'est véritablement ça que nous ferons demain pour la défense? Non. C'est vrai que l'armée européenne a été rejetée en 1954. On en est loin. Et puis nous avons des voisins qui se moquent un peu de nous. Hein. La Russie, c'est un nain économique. Ce n'est pas économiquement que nous devons la craindre. Enfin, le journal Le Soir titrait aujourd'hui l'empereur Poutine, maître du Proche-Orient. Ben, évidemment. C'est lui qui a la main sur la Syrie. C'est lui qui a la main sur l'OPEP. Sur la Crimée, on a fait des sanctions. Il s'en fout. Et moi, je trouve admirable, façon de parler, son sourire. Il dit aux Européens, moi j'ai le temps. Moi j'ai le temps. Je n'ai pas de campagne électorale. Et quand il y en a une, il fait 75% des voix. Sans aucun problème. S'il est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, il a fait voter une loi à la Douma disant que si ça touche le cœur judiciaire russe, ils n'appliqueront pas les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il n'y a personne à le critiquer. Et nous avons réintégré la Russie dans le Conseil de l'Europe. Et avec la Crimée, il va falloir qu'on dise oui. Et d'ailleurs, même si on ne dit pas oui, il n'en a cure. Et en même temps, il est le spécialiste des cyberattaques. Il va falloir qu'on développe un autre type de relation avec la Russie. Mais ça ne peut se faire qu'ensemble. Si on commence à y aller de manière séparée, ce qu'il adore, hein, Vladimir, ça ne marchera pas. Je termine par le gros morceau, la Chine. Parce que la Chine, elle va vite. Elle va très vite. Il y a 10 ans, son PIB, c'était la moitié de celui de l'Europe. Aujourd'hui, c'est égal. Il y a 30 ans, le PIB de la France, c'était 3 fois le PIB chinois. Aujourd'hui, le PIB de la France, c'est le quart du PIB chinois. Alors, ils vont vite, ils ont un régime efficace, ce que les Russes et les Soviétiques n'ont jamais su faire, mais avec évidemment une dictature où on marche à la baguette. Mais ça n'est pas une raison pour que nous n'investissions pas de manière massive en matière économique, technologique. Et je ne sais pas si vous connaissez monsieur, il faut que je regarde son nom, Li Shufu. Li Shufu. Vous ne connaissez pas, hein? Moi non plus, je ne connaissais pas. Mais j'ai été très intéressé parce que je suis un passionné d'automobile. Et ce monsieur Li Shufu, il a fait sa première voiture quand je suis venu, ça n'a rien à voir, hein, c'est la même date, quand j'ai fait mon premier discours aux grandes conférences catholiques, c'était il y a 31 ans. Mon thème, c'était « On n'a pas tous les jours 2000 ans ». Eh bien, en 1988, M. Li Shufu, il faisait sa première bagnole, sa première voiture en Chine. Et comme c'était un amoureux de Mercedes, sur sa première voiture, qui était laide, moche, il avait mis une calandre de vieille Mercedes. Sans l'étoile, hein. Mais il adore la calandre. Il est aujourd'hui le premier producteur chinois. Et en plus, il s'est payé un petit plaisir. Juste un petit plaisir.
Il est maintenant actionnaire à 10% de Daimler-Benz. Je me dis, 31 ans, ben, c'était hier, hein? Ça me rajeunit. Troisième et avant-dernier point, ben, il faut agir. Il faut agir, je l'ai dit, sur l'euro, il faut traverser la rivière. Il faut une zone euro, le budget de la zone euro, les idées de M. Macron sont excellentes à ce sujet, et il faut une politique commune, budgétaire et fiscale. Mais évidemment, le gros problème, c'est l'unanimité. Et on me dit, ben pourquoi est-ce qu'on ne le change pas? Ben parce que pour changer l'unanimité, il faut l'unanimité. Oui, ça a l'air bête, hein, mais c'est comme ça. Autrement dit, Malte peut bloquer toute réforme. Vous imaginez, à Malte, c'est 0,07% du PIB européen et c'est 18% des exportations intracommunautaires de yachts. On se dirait, non d'un chat, les Maltais, ça c'est des... Oh! Mais évidemment, c'est fiscal, hein? Purement fiscal. D'ailleurs, si tous les yachts qui bénéficient de ce régime à Malte devaient être mis tous autour de l'île, il faudrait faire 2 rangées, hein? Mais ils peuvent bloquer toute réforme fiscale. L'unanimité, c'est le poison. En matière de migration, en matière de Schengen, bon Dieu, la solidarité pour le contrôle des frontières extérieures. C'est Frontex. C'est aussi la lutte contre les passeurs. C'est les accords avec les pays qui doivent reprendre des immigrés qui n'ont rien à faire chez nous au titre de l'asile politique. C'est aussi l'élargissement du programme Erasmus, y compris pour les collégiens. Et c'est ce fameux programme doublé de M. Juncker. Ce sont des milliards et des milliards d'euros dont nous avons besoin ensemble. Et surtout, ne pas rêver de la souveraineté. Enfin, comme dit M. Van Dal, l'ancien chef de cabinet du roi et de M. Van Rompuy, ce qu'il nous faut, c'est de l'influence réelle, pas de la souveraineté formelle. La souveraineté formelle, ça ne mène à rien. En 2050, il n'y aura plus aucun État européen dans le G8. Le seul qui pourra y être, c'est l'Union européenne. Et la souveraineté de chacun des États, je me rappelle peut-être une des décisions les plus importantes que j'ai eu le plaisir de prendre avec les collègues, c'est en 1992-93, où nous nous sommes réunis sous la présidence de Jean-Luc Dehaene, chez le gouverneur de la Banque nationale, avec les vice-premiers ministres, et nous avons décidé de lier indéfectiblement le franc belge aux marques. Ah, on a perdu notre souveraineté monétaire. Non, on l'a gagnée, parce qu'on l'exerce ensemble. Vous imaginez, le Vatican vient de ratifier le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Ouf, hein? Non, mais tu t'imagines s'il ne l'avait pas fait? Mais c'est la souveraineté nationale. Parce qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, un État, c'est un État. C'est évidemment factice. J'adore aussi la réflexion de M. Juncker, qui recevait M. Xi Jinping, de la République populaire de Chine, et ils sont tous les deux à la conférence de presse, il y a le drapeau luxembourgeois et européen et le drapeau chinois, et M. Juncker qui dit « Mon cher collègue », je me dis, il est déjà gonflé, hein, parce que il était Premier ministre luxembourgeois, hein, pas commissaire européen, hein, pas président. Mon cher collègue, c'est comme si moi, jouant au football club de Petit Rechin, je reçois Lionel Messi, c'est vrai qu'on a les mêmes souliers, et on tape sur le ballon, mais franchement, il y a une différence. Mais enfin, mon cher collègue, il joue au football. Nos 2 pays, dit-il. Ah ben c'est vrai. On dit toujours que les politiciens sont des menteurs. Non, jusque-là, il n'a dit que la vérité. Nos 2 pays. Mais oui, juridiquement, c'est 2 États. Ils ont le même poids à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais le Luxembourg n'est pas au Conseil de sécurité. Hein. Alors la fin de sa phrase est délicieuse. Il dit « Nos 2 pays qui, ensemble, comptent 1,5 milliard d'habitants. » Vous avez compris, cette idée rétrograde de la souveraineté nationale, en fait, c'est sauter dans l'eau pour éviter la pluie. Hein. Je termine avec le cœur. Parce qu'au fond, je vous ai parlé de chiffres, je vous ai parlé de politique, je vous ai parlé d'international. Il faudrait aussi que nous ayons quelque chose là, à l'intérieur, les Européens. Et Bernanos disait, la réforme des institutions vient trop tard quand le cœur de l'homme est brisé. Et en Europe, on a parfois l'impression
qu'on se contente de critiquer le vent alors qu'on n'a même pas levé la voile. Quand je regarde le monde, je vois les puissants, les États-Unis, les Chinois. Ils pèsent dans le monde. Et ils pèsent sur les autres. Et ils ne laissent rien passer. Puis vous avez les jeunes fous, les jeunes qui ont des idées nouvelles, qui veulent faire des choses innovantes, qui prennent des risques. C'est les gens du sud-est asiatique. Il y a évidemment les pauvres, les SDF, nos amis africains. Et nous, je dirais, c'est les pensionnés. On a parfois l'impression que les Européens disent « Écoute, j'espère que j'aurai assez pour la maison de retraite, pour aller jusqu'au bout. Hein. Avec ce que j'ai amassé dans le temps, ça devrait aller. » Écoute, on a quand même dirigé le monde pendant 25 siècles, que les autres le fassent. Hein. Un peu comme nous, quand on arrive à l'âge que j'ai, de se dire, écoute, c'est aux jeunes à prendre le relais. On a fait notre temps, notre boulot. Non. Non, les Européens doivent avoir une autre mentalité que celle de celui... je crois qu'au niveau individuel, la retraite est quelque chose de mérité, de louable, mais pas comme civilisation, pas comme peuple, et surtout avec l'idée européenne. Et il a fallu que j'aille chez Obama pour trouver un texte que j'adore, qu'il est venu dire ici, « Ne pensez pas que votre liberté, votre prospérité, votre imagination sont limitées par votre ethnicité ou votre pays. Vous êtes plus grand que cela. » Je termine par 2 histoires courtes. Hein. Je voudrais bien que les Européens ne fassent pas comme Louis XVI. Que les Européens ne mettent pas dans leur agenda aujourd'hui ce que Louis XVI avait mis sur la page du 14 juillet 1789. Il avait mis rien à signaler. Non, il y a beaucoup de choses à signaler dans notre agenda. Et l'autre histoire, c'est celle d'un jeune comme ceux qui sont aujourd'hui parmi nous, qui sont des étudiants. C'était un jeune collaborateur d'un ministre du commerce extérieur français au début des négociations du traité de Versailles en 1919. Et il avait dit à son ministre, « Monsieur le ministre, moi j'ai une autre idée. Vous savez, on a toujours fait les traités de paix pour préparer la guerre suivante. C'est toujours des revanches, des réparations, des humiliations. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas autre chose ? C'est difficile de plaider ça en 1919 quand la France est démolie, la Belgique aussi d'ailleurs. Et il dit, mais pourquoi est-ce que les ressources, plutôt que d'aller chipper les ressources allemandes, de créer le désir de revanche ? Wilson avait d'ailleurs dit, ce traité, si j'étais allemand, je ne le signerais pas, le président des États-Unis. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre nos ressources ensemble, sous une direction commune, transnationale ? Le ministre a dit, c'est bien, t'es rêveur, toi. Hein? Oui, c'est de ton âge. Hein? Oui. Écoute, tu n'as pas encore beaucoup de bouteilles dans les négociations internationales. Hein? Tu n'y connais pas grand-chose, mon grand. Hein? 30 ans après, et après la guerre, c'est ce qu'on a fait avec la CECA. On a mis les ressources des vainqueurs et des vaincus en commun, sous une direction commune. Et depuis 70 ans, ça marche. Vous savez qui c'était, ce jeune collaborateur du ministre ? Jean Monnet. Et je le dis toujours aux jeunes, ayez des rêves. Ayez des rêves. Ça ne se réalise pas toujours tout de suite. Lors de d'une promotion de l'ENA en France, Alain Minc allait visiter les futurs diplômés, ceux qui allaient recevoir leur proclamation, et il interrogeait les différents lauréats en leur disant « Qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard, pardon. Moi, président de la République française. » Gonflé, hein, le garçon. C'était Macron. Et donc, si vous avez des rêves, les jeunes, gardez-les. Ça ne viendra pas tout de suite. Peut-être bien d'ailleurs que la vie vous surprendra. Laissez-vous surprendre par la vie. Je termine en disant « I have a dream ». Je vais encore chez les Américains avec Martin Luther King. C'est que l'Europe puisse grandir, prospérer, subsister, s'imposer, avoir un poids dans l'histoire. Yes, we can.
Oui, on peut le faire, si on veut et ensemble. Et je reprends la publicité de L'Oréal. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle le vaut bien. Merci. Je vais vous faire une confidence. J'adore les applaudissements. Merci. Merci bien.